manière. Une telle affirmation manifesterait une acceptation et une intériorisation d'une conception occidentale de la science. C'est une question qu'il faut en effet poser, c'est une question cruciale, qui a des conséquences importantes sur ce que signifie décoloniser la connaissance. Ma première réponse est que la science galiléo-cartésienne, la science de Galilée et de Descartes, comme nous appelons parfois la cosmologie moderne, n'est pas simplement occidentale. Descartes, bien qu'il définisse son travail en sciences et en philosophie comme une refondation radicale, admet que la matrice même de sa pensée est une science qui a une origine étrangère, comme son nom l'indique, celle de l'algèbre. Quand Descartes envoie tout promener en disant « je fais table rase de tout, je vais reconstruire l'édifice de la connaissance à partir de zéro », il admet tout de même, et il le dit dans les règles de la direction de l'esprit, que ce qui lui a donné l'idée même de sa démarche et de son approche, c'est la science qui est véritablement constitutive de son approche philosophique. Et cette science, dit-il, est une science qui nous vient des étrangers, puisque cette science nous vient des Arabes. Ce sont les Arabes, Al-Khawarizmi en particulier, qui est véritablement le fondateur de la science algébrique. Je parle sous votre contrôle, cher Céline Mamour Baké, avec qui je discute de ces questions. Eh bien, l'origine du nom auquel Descartes fait allusion est donc arabe, et l'algèbre serait ainsi une science orientale ou islamique, si nous insistons pour enfermer la connaissance dans des traditions distinctes. Au lieu de cela, la bonne conclusion est que le mot occidental et le mot tradition, dans l'expression tradition épistémique occidentale, doivent faire l'objet de questions. Ma seconde réponse est en fait une question. Le pourquoi pas ne devrait-il pas être la condition universelle de la production de connaissances dans toutes les traditions épistémiques et donc être la force même qui les maintient ouvertes et les empêche précisément de se pétrifier comme de simples traditions. Sur le plan pédagogique, qui est celui sur lequel nous nous plaçons, toute éducation ne doit peut-être pas avoir pour principe qu'il faut enseigner à toujours demander pourquoi. C'est cela, être un enseignant. Dire, apprendre aux enfants qu'il faut toujours poser la question pourquoi. Mais il y a une meilleure question encore que la question pourquoi, c'est la question pourquoi pas. Cette question me mène au sens même du mot éducation et à la notion selon laquelle éduquer, c'est toujours ouvrir et décentrement. Ouverture et décentrement. Éduquer n'est pas identité épistémique. Éduquer, c'est un devenir épistémique. Mais avant de développer cela, il nous faut m'arrêter sur la question suivante. Valoriser, comme je le fais, le décentrement et l'ouverture comme dimension essentielle de l'éducation, n'est-ce pas accepter que dès lors qu'une cosmologie n'est pas celle de la science moderne, qu'on l'appelle ou non occidentale, n'a aucune validité et doit simplement disparaître. On pourrait me dire que je suis en train de justifier tous les épistémicides possibles et imaginables. Faut-il accepter donc l'épistémicide et se résigner à voir disparaître avec les visions du monde qui les ont portées, les connaissances qui ont été produites, hors de ce que l'on considère comme la modernité scientifique? À ce compte-là, l'épistémée aristotélicienne aura, elle aussi, été victime d'épistémicide au même titre que les épistémologies du sud global. Il faut dire alors que la validité des cosmologies demeure dans la vérité humaine qu'elle manifeste et qui perdure, cette vérité humaine, non pas contre la science moderne, ni en dépit de cette science moderne, mais dans leur sphère propre. Ce dont on peut trouver une illustration dans ce fait qu'il est important aujourd'hui, à un moment où l'humanité a certainement besoin de se rassembler autour d'un pacte mondial pour l'environnement, d'imaginer de nouvelles façons durables d'habiter ensemble notre si fragile planète Terre.
et que les traditions épistémiques qui ne reposent pas sur une séparation de l'industrie humaine d'avec la nature offrent la meilleure base philosophique pour un tel pacte. Le modèle de ce type de division est la philosophie de Descartes, telle qu'elle s'exprime dans sa fameuse déclaration selon laquelle l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature dont il serait donc détaché. La transformation capitaliste de la nature en ressources naturelles disponibles pour l'exploitation traduit une telle vision. Face à la dévastation qu'elle engendre aujourd'hui, les traditions épistémiques qui inscrivent la vie et l'être humain dans la nature, au cœur de la nature, et parmi les autres êtres vivants, doivent jouer un rôle crucial pour orienter et façonner notre compréhension renouvelée de ce que signifie habiter ensemble notre planète Terre. L'inscription de l'humain dans le réseau des forces vitales qui constituent le monde est le fondement même de nombreuses cosmologies africaines, on le sait. Retrouver et revivifier leur signification aujourd'hui est alors un mouvement de décolonisation épistémique nécessaire et qui doit trouver place dans nos enseignements pour demain. Mais une telle affirmation ne saurait signifier qu'il faut opposer à la cosmologie et à l'épistémologie ouverte de la science moderne les cosmologies finies des sociétés africaines ou amérindiennes. Les Indiens d'Amérique du Sud ont en général des cosmologies que l'on peut parfaitement comparer aux nôtres. Il faut savoir penser à la fois la validité de ces cosmologies finies et la vérité universelle de celle-là, scientifique, même si elle est ouverte à la falsification, et comprendre que leur langage, les langages de ces cosmologies portent des savoirs utiles pour demain, qu'ils ne sauraient remettre en question, cependant, le savoir que porte le langage universel de la rationalité scientifique. L'historien post-hegelien du XIXe siècle, Karl von Prantl, a ainsi eu ce propos qui résume cela: les langues, dit-il, c'est-à-dire les peuples, savent. Et la langue, c'est-à-dire l'humanité, sait. Je l'aurais cité volontiers en allemand pour mon ami Elachi Diop ici, mais malheureusement, je ne sais pas l'allemand. Voilà, avec cette citation qui me mène à cette importante question d'une éducation pour demain, qui est celle de la place qui sera faite aux langues africaines. Leur défense et illustration a connu dans notre pays tout particulièrement des héros, qu'on peut écrire comme on veut, H-E-R-O-S ou H-E-R-A-U-T-S, dans les deux cas de figure cela convient, des héros qui n'ont eu de cesse d'insister sur leur importance. Léopold Sédar Senghor, qui a défendu le bilinguisme comme voie de l'avenir dans une conférence de 1937 ici à la Chambre de commerce de Dakar, Cheikh Anta Diop, qui a fait, on le sait, de la question des langues et des épistémologies qu'elle porte et du futur qu'elle dessine pour notre continent, le cœur même de son combat. On peut citer également Mamadou Ndoye, qui a jeté toute son énergie militante dans la bataille, et d'autres noms encore. Que veut dire sous cette question éduquer et former pour demain en se gardant là aussi de toute simplification? Se garder de toute simplification, c'est éviter de servir, comme trop souvent, un discours qui attribue les problèmes de niveau inadéquat des enseignants et parfois hélas des enseignants, des enseignés et parfois hélas des enseignants, à l'usage d'une langue dont on déclare bien trop vite qu'elle n'est pas la nôtre, sous-entendant par là ou même disant tout haut qu'elle serait fondamentalement étrangère à notre manière authentique de penser et donc d'apprendre. Je veux parler du français. Il faut construire une continuité certainement entre la langue des premiers apprentissages et celle de l'école, dans une politique du plurilinguisme, et ne jamais perdre de vue que savoir penser dans plus d'une langue, penser, comme j'aime à dire, de langue à langue, c'est ultimement cela même que l'on appelle l'éducation. L'éducation, ce n'est pas autre chose que la capacité de se décentrer d'une langue à une autre. Sur ce point, je cite
Encore le propos d'Achille Mbembe. Une université décolonisée, écrit-il, devrait placer les langues africaines au centre de son projet d'éducation et de formation. Colonialisme rime avec monolinguisme. L'université africaine de demain sera multilingue. Elle enseignera en Swahili, en Issi-Voulou, en Issi-Xhosa, en Shona, en Yoruba, en Hausa, en Lingala, en Gikulu, et elle enseignera toutes ces autres langues africaines que sont devenues le français, le portugais ou l'arabe, tout en faisant place au chinois, à l'hindi, etc. Fin de la citation d'Achille Mbembe. Je souligne dans cette citation la raison pour laquelle je vous la donne, c'est pour souligner 3 points. Premier point, merci. Vous avez senti le besoin, je me trouvais de prendre quelques gorgées d'eau en m'acheminant tout doucement vers ma conclusion. Encore un peu de patience. Premier point. Si le colonialisme est en effet monolingue, il ne faut pas remplacer son centrisme par un autre centrisme. Le monolinguisme colonial par un monolinguisme post-colonial, mais s'installer au contraire dans un plurilinguisme qui évoluera dans le temps. Il n'y a rien de plus absurde que de penser qu'il y a une alternative entre telle langue et nos langues nationales et que se servir celle-ci, c'est s'amputer de celle. Deuxième remarque, dans cette stratégie du plurilinguisme, il faudra faire toute leur place à ces langues devenues africaines, qui sont l'anglais, le français, le portugais également. La romancière Elisabeth Boilly, quand elle était encore mariée à Londres, propose de parler de langues d'Afrique, de parler des langues qui sont nées sur le continent, et de langues africaines, de parler de ces langues qui sont aussi aujourd'hui des langues devenues africaines. En général et au total, il s'agit de sortir de l'identitarisme et de comprendre la signification philosophique et éducative de la traduction, qui est ouverture et devenir. Ce que Paul Ricoeur a appelé l'hospitalité langagière, qu'il définit ainsi, le plaisir d'habiter la langue de l'autre, compensé par le plaisir de recevoir dans sa propre langue la parole de l'étranger. Pour m'acheminer vers ma conclusion, je voudrais évoquer cette parole fameuse de l'imam Ali ibn Abi Talib, 4e calife de l'islam, qui a déclaré: apprenez à vos enfants autre chose que ce que vous avez appris, car ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. Cette parole de l'imam éclaire parfaitement la signification de l'éducation comme décentrement et ouverture, l'importance du fait de se donner le monde à venir lorsqu'il faut penser la transmission et de bien comprendre alors le paradoxe de l'éducation qui est de devoir enseigner ce que l'on n'a pas soi-même appris. Mes collègues et moi faisons tous cette même expérience. Je suis sûr qu'ils partageront mon expérience, qui est que j'ai appris infiniment plus de choses lorsque je me suis mis à enseigner que ce que j'avais emmagasiné lorsque j'étais étudiant. Je croyais savoir de la philosophie lorsque j'ai eu mon agrégation. J'ai compris que je ne savais rien quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai donné ici mon premier cours, qui était un cours sur Leibniz. Quand je suis arrivé devant la salle 76, les étudiants attendaient devant en fumant tranquillement leurs cigarettes. Quand je leur ai dit d'entrer, ils m'ont regardé en se demandant pourquoi cet autre étudiant me demande d'entrer, parce que j'avais une grosse coiffure afro et des blue jeans. Maintenant, les choses ont changé. Quand je demande aux gens d'entrer, ils entrent. On ne saurait mieux définir cette parole de l'imam Ali éclaire parfaitement donc la signification de l'éducation comme décentrement et ouverture, parce qu'elle insiste sur l'importance du fait de se donner le monde à venir lorsqu'il faut penser la transmission et de bien comprendre alors le paradoxe de notre métier.
Cette parole de l'imam Ali ne faisait que reprendre au bout du compte la parole prophétique qui commandait d'aller chercher la science, fût-ce jusqu'en Chine. Atlubil ilm walaw fi Sin. Poursuivez la science, cherchez-la s'il faut aller jusqu'en Chine. On ne saurait mieux définir l'éducation comme décentrement. Ne vous enfermez pas dans votre identité, fût-elle celle de l'islam, ni dans votre langue, fût-elle celle de la révélation. Mais comprenez que l'éducation est sortie hors de chez soi pour mieux revenir à soi. Le décentrement dans l'espace auquel invite la parole prophétique, puisqu'elle nous envoie en Chine, est aussi, et elle est d'abord, ce décentrement dans le temps dont va parler l'imam Ali. Et c'est cette notion de l'éducation comme ouverture et de l'islam comme mouvement qu'exprimera l'attitude d'un philosophe, d'un penseur, d'un activiste, d'un politique comme Jamal ad-Din al-Afghani, lorsqu'il a reproché aux oulémas de son temps de s'enfermer dans une cosmologie aristotélicienne en ignorant la science moderne et d'enseigner un paradigme qui ne leur permettait pas de penser le temps présent et celui à venir. Autrement dit, cette idée que l'enseignement, l'éducation véritable et le savoir et décentrement et regard vers l'avenir est une idée qui est non seulement valable pour l'enseignement laïque que nous servons, mais également pour l'enseignement religieux, et c'est ce que dit Jamal ad-Din al-Afghani. Afghani, se retrouvant devant les grands oulémas de l'islam de l'Inde à l'époque, leur dit « Vous êtes des récitatifs. La seule chose que vous êtes en mesure de faire, c'est de répéter toujours les mêmes choses dans l'identité en ignorant que notre religion est une religion du mouvement et une religion de l'ouverture vers l'avenir. On vous dira par exemple que le bon mujtahid, donc celui qui est en mesure de réfléchir à ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est celui qui est en mesure de réciter évidemment la totalité du Coran, de connaître au moins 500 cas ou plus de circonstances où on a fait intervenir les versets d'abrogation, etc., etc. Ça veut dire qu'on l'oriente vers une connaissance passée au lieu de l'orienter vers une connaissance future. Il est bon, évidemment, d'avoir toutes ces connaissances-là avec soi. Il est bon également d'être enraciné au plus profond dans l'éthique islamique. Mais il est surtout bon de comprendre son époque et de comprendre la direction de cette époque-là pour pouvoir orienter les autres également. Et c'était cela, la signification de l'éducation comme décentrement et comme ouverture. Je voudrais finir sur ce que j'appellerais une traduction pratique de ce que j'ai dit jusqu'à présent sur un plan plutôt philosophique. Le monde qui vient, on le voit sous toutes les latitudes, est un monde où les femmes, l'autre moitié du ciel, comme dit le proverbe chinois, repris souvent par Mao Zedong, seront justement plus que la moitié des jeunes accédant à l'enseignement supérieur. Même si aujourd'hui les filles connaissent bien des obstacles à surmonter pour accéder à l'école et pour y rester, il demeure que cette tendance mondiale qui va transformer les sociétés est manifeste aussi en Afrique. Il suffit de regarder aujourd'hui nos amphithéâtres pour se rendre compte que les filles et les femmes, les jeunes femmes vont devenir de plus en plus la majorité et c'est heureux. Éduquer au monde qui vient sera tenir compte de cette tendance et l'orienter. En travaillant déjà à corriger une situation qui est le nombre bien trop faible d'étudiants dans les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, par rapport, donc STEAM en français, par rapport à la population totale, en mettant un accent spécial sur l'accès des filles et des femmes à ces filières. On sait que la révolution de notre temps, celle de l'intelligence artificielle, ne transforme pas seulement les sociétés en transformant la signification même du travail humain. Elle transforme également nos catégories de pensée. Il nous appartient de faire en sorte que la science africaine soit présente dans cette révolution. Nous aurons alors rempli notre mission d'enseigner à nos enfants à vivre dans le monde qui sera le leur. Merci infiniment.
la synthèse. Merci encore infiniment, Monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne. C'est une véritable leçon inaugurale, une leçon digne de ce nom, parce que c'est une nouvelle piste, une réflexion à laquelle vous nous invitez sur ce que doit être l'éducation pour demain, pour l'avenir. Et je ne pourrai pas faire une synthèse exhaustive. Juste, je vais vous parler de ce qu'il vient de dire à partir de quelques mots seulement, pour aller vite. Ensuite, je donnerai la parole au professeur Baïtiam. Monsieur le professeur, nous avons retenu que pour un anniversaire comme celui-là, sur un thème qui s'intitule « Éduquer pour l'avenir », il faut toujours se retourner dans le passé. Et retourner dans le passé pour une décolonisation des esprits, ce qui invite à s'intéresser à l'éducation. Exigence de décolonisation des esprits. Et en Afrique, on a un exemple éclairant. Il s'agit de Achille Mbembe avec des essais fort instructifs qui essaient de détruire, vous parlez de destruction des autres traditions épistémiques avec un double postulat. Les nations colonisatrices ont tous compris et ont traduit la culture dans les langues nationales et ont mieux compris les autres. Ils ont mieux compris les autres en traduisant les langues nationales des autres. Et vous êtes arrivé à nous proposer une réflexion sur le curriculum philosophique. Le discours philosophique dans l'enseignement consiste, selon vous, aujourd'hui, à parler des philosophes, mais il faut chercher le classique. Il faut chercher dans le classique ce qui est digne d'être enseigné et non pas aborder les classiques sous forme simplement de discours sur leur théorie. Vous opposez les épistémologies occidentales et les épistémologies du Sud en montrant qu'il ne s'agit pas de refuser d'être une tradition. En effet, il faut se poser le pourquoi pas comme condition universelle